Alors bonjour, je vais vous présenter un logiciel que j'ai concocté. Je me présente d'abord, je m'appelle Reynald. Je travaille pour ma société qui s'appelle DeSec. Je fais pas mal de sous-traitance aussi pour d'autres sociétés. Et j'aime bien développer des logiciels pour en faire le moins possible en fait. Voilà. C'est ce que font des développeurs normalement. Et donc là, sur une mission, en fait, j'avais un petit souci, je devais faire un audit de code. Cet audit de code était gigantesque, il y avait énormément de lignes de code. Et je pouvais l'analyser, bien sûr, en utilisant les outils classiques comme semgrep ou d'autres outils, ou à base de grep dedans, essayer de trouver des concaténations, tout ce qu'on cherche habituellement dans un audit de code pour détecter des injections et autres. Mais je me suis dit, comme je commençais un petit peu à m'amuser avec tout ce qui était Oliama, j'avais acheté une carte vidéo, j'ai monté une machine avec du refroidissement liquide et tout le truc pour me faire une machine qui marchait pas trop mal à base de RTX 3090 pour avoir un peu une réponse assez rapide. Donc je me suis dit, je vais essayer de voir comment je pourrais utiliser l'IA locale. Hors de question d'utiliser de l'IA cloud pour envoyer les lignes de code de mes clients que j'étais en train de tester sur le cloud. Non, ça c'était hors de question. Donc je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui était local. La solution, il y en avait une autre, il y avait LightLLM, mais celle-ci paraissait la plus aboutie. Je l'avais déjà utilisée un petit peu dans Rengine, que j'avais présenté l'année dernière, qui est une solution de reconnaissance. Et elle servait un petit peu, Oliama servait à faire une analyse de la surface d'attaque. Donc là, je me suis dit, je vais pousser le truc un petit peu jusqu'au bout et le faire dans le code. Utiliser ça pour faire de l'audit de code. Donc j'ai créé Oasis, Oliama Automated Security Intelligence Scanner. Donc la sécurité du code propulsée par l'IA locale. Donc qu'est-ce que Oliama déjà? Il y en a qui connaissent, il y en a qui l'utilisent, je pense. Oui, non? Ouais. Normal, c'est bien. C'est assez intéressant. Donc Oliama, ça a été créé en 2023 par Jeffrey Morgan et Michael Chiang. Alors, je ne suis pas forcément tout sûr sur les dates, mais ça colle à peu près. Le nom, il est tiré un petit peu de Llama, le modèle de Facebook, qui a été justement donné en open source, qui n'est pas en modèle cloud, on le garde et on vous vend des tokens ou des utilisations. Ils l'ont donné. Donc, par contre, tout ce qui est entraînement, on ne sait pas sur quoi ils l'ont entraîné, mais bon, c'est assez efficace. La réponse donc aux limitations des solutions cloud, rendre l'IA accessible localement pour les développeurs, parce que clairement, l'IA pour les développeurs, c'est un gros boost. On peut arriver à faire des applications ou à même faire des POC, des Proof of Concept, très rapidement. Là, hier ou avant-hier, j'ai fait un petit bout de code qui exploite une API SOAP avec WSDL. Donc elle va chercher tous les endpoints et elle teste tous les paramètres. Donc voilà, c'est relativement efficace. On arrive... Avant, sur une mission où on avait des missions de 5 jours, 10 jours, c'était assez compliqué d'arriver à coder quelque chose parce que on y passait les 5 ou 10 jours. Là, maintenant, on arrive à faire à coder en une journée ou 2 journées et à économiser ce temps-là. En gros, je ne sais pas si vous avez déjà vu le graphique où on vous dit le temps que vous mettez à coder, le temps que ça vous fait économiser. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Là, clairement, ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà, c'est aussi... Oliama est inspiré par les besoins croissants en confidentialité et contrôle de données, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces solutions. Quand c'est parti, les prompts, qu'est-ce qu'ils en font? Qui y a accès? Voilà, dans des missions, moi, ça m'arrivait de trouver des chats où on récupérait les prompts. Donc, voilà, on ne sait pas trop qui y a accès. Les caractéristiques principales, donc, c'est une solution d'IA locale open source. On peut exécuter des modèles de langage très variés directement sur la machine. Donc, soit vous avez votre propre machine, soit vous avez un serveur, soit vous avez on va en parler après sur les configurations, les Mac avec les M2, là, ça tourne très très bien. Les modèles de langage sont optimisés. Il y a des modèles spécialisés pour chaque chose. Il faut juste le trouver. Voilà, vous avez des modèles pour la programmation, vous avez même des modèles pour le domaine médical, le droit, etc. Donc, ils ont été entraînés sur des parties très précises. L'installation est simple et rapide. Donc, soit vous avez le script, soit vous avez le Docker. Voilà, moi, j'utilise le Docker, ça marche très bien.
L'avantage, donc, c'est que c'est optimisé pour fonctionner sur des machines standards. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine de fou. Après, vous pouvez le faire tourner sur des machines de fou, bien sûr. Mais déjà, un PC avec une carte vidéo, ça va très bien. Voilà, faut pas non plus avoir une carte trop vieille, mais je veux dire, un PC portable avec une 3060 ou une 3070, ça tourne très très bien. Après, c'est la taille des modèles que vous allez pouvoir mettre. Donc la mise à jour est facile pour mettre à jour les modèles, et Oliama propose une API. Voilà. Donc c'est cette API qu'on attaque directement. On lui envoie les prompts et il nous renvoie les réponses. Donc le flux de travail avec Oliama, ça va être le code source, Oliama qui fait une pré-analyse qu'on appelle l'embedding. Après, il va faire une analyse complète et on aura les résultats. Donc l'avantage, j'ai déjà dit, 100% local, pas de fuite de données, contrôle total sur les données sensibles, une conformité RGPD un peu mieux, parce que vous savez exactement ce que vous faites. Vous n'envoyez pas les données ailleurs. Les performances sont assez correctes, il n'y a pas de limite d'API, vous n'avez pas 500 requêtes, 1000 requêtes, vous faites tout ce que vous voulez comme requête. Il y a des petits outils open source, il y en a, moi j'en utilise un beaucoup, c'est OpenWebUI, c'est un chat à la ChatGPT. Voilà, vous avez vos prompts sur le côté, ça fonctionne très 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 bien. En plus, ils mettent à jour, mais très souvent, là, toutes les semaines, vous avez des mises à jour. Le support multithread, donc on peut aussi utiliser plusieurs cartes vidéo sur la même instance Oliama. Le contrôle, donc les modèles, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez rajouter votre petite partie, les entraîner sur une partie précise. L'indépendance cloud, la mise à jour des modèles à la demande, et vous pouvez faire une configuration fine des paramètres. Selon justement la carte que vous avez, vous pouvez réduire un petit peu les paramètres pour que ça soit un petit peu moins long. Donc l'architecture d'Oasis. Donc Oasis fonctionne avec d'un côté le code et de l'autre côté une analyse de code qui va vous sortir des rapports. D'accord ? Comment faire pour arriver à ce que l'IA ait le contexte approprié pour analyser ce qu'on lui demande au moment donné? Donc là, vous avez un système avec Oliama qui s'appelle les embeddings. Donc c'est des calculs mathématiques, ne me demandez pas dans la précision ce que c'est, je ne suis pas mathématicien. Mais en gros, ça convertit le code en vecteur numérique et ça vous permet une analyse sémantique du code pour, à chaque question que vous allez lui poser, à chaque prompt que vous allez lui envoyer, il va, avec ces embeddings qui sont fournis en même temps, pouvoir arriver à piocher les bons éléments qui vont lui permettre d'enrichir sa réponse. Alors s'il y en a qui utilisent Cursor, Cursor fait beaucoup ça. Vous le voyez au début, quand vous choisissez dans la codebase, vous avez tous les scorings en fait. Voilà. On y viendra après, c'est ce qu'on appelle le threshold. Je ne sais pas trop comment on dit en anglais, mais voilà. Et donc le système d'embedding, c'est l'intelligence d'Oasis. Vous avez un mode audit. Alors ce mode audit, c'est le mode qui va vous permettre, en premier lieu, de faire une passe rapide sur le code pour voir si les embeddings, en gros, il va vous faire une première analyse de tout le code, qu'importe les lignes que vous avez, et il va vous dire par rapport à telle vulnérabilité, ces fichiers-là, ils sont intéressants, ceux-là sont intéressants, ceux-là sont intéressants, et ça va vous donner un scoring entre 0 et 1. Ce scoring va vous permettre de dire OK, d'abord, je vais lancer une première analyse, mais avec un scoring haut pour éviter les faux positifs. Voilà. Donc, en gros, ce mode audit vous permet de pré-choisir votre threshold, la limite que vous allez mettre, parce que plus vous baissez en limite, et plus vous aurez de faux positifs. Alors, première analyse, voilà, ça je vous l'ai dit, surtout sur les grands projets. Donc, le type d'analyse d'Oasis, ça va être un premier scan rapide. Donc, il va d'abord faire son système, ses embeddings, avec un modèle spécifique qui s'appelle Nomic. Une fois qu'il a généré son petit fichier d'embeddings, il va l'amener systématiquement à chaque analyse qui va être par la suite dans les différentes phases. Donc, la phase 1, ça va être un premier scan rapide avec un modèle léger qui va juste aller chercher dans le code les éléments intéressants et les flaguer en intéressant ou pas intéressant. Première analyse. Il ne fait aucune analyse approfondie du code, il ne vérifie pas si les vulnérabilités sont présentes ou pas, mais
il fait une première passe pour dire « Ah, peut-être que là, il y a quelque chose ». Pour amener le contexte à la deuxième phase, qui, elle, va être beaucoup plus longue. En général, il vaut mieux la faire tourner avec un modèle qui est large. Vous avez des tailles de modèles, 7B, peut-être ça vous parle, 24B, voilà, ça dépend de la RAM que vous avez dans votre machine. Et cette deuxième analyse, c'est elle qui va vraiment analyser les vulnérabilités. Donc, dans le système, dans Oasis, moi j'ai mis un système de vulnérabilité, donc les plus classiques, je vais en parler après. Et il va, selon ces vulnérabilités, selon les traces qu'il peut trouver par rapport à ces vulnérabilités, il va dire, OK, ben là, il y a quelque chose, là, il n'y a rien. Il analyse, il vous donne un détail et il vous donne tout ce qui est intéressant justement avec l'IA, c'est la remédiation, le pass d'entrée, etc. Je vous montrerai un rapport après. Donc voilà, c'est idéal pour les grands projets, ce scan standard, avec les profils de risque, on va dire que c'est un petit peu les mêmes risques. Ensuite, vous avez un deuxième scan, c'est un scan adaptatif à plusieurs niveaux. Donc vous avez un premier niveau qui fait une analyse statique à base de grep et tout ça. Donc il va vérifier avec certains patterns s'il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, il va envoyer son deuxième scan, celui qu'on avait sur le niveau d'avant, le phase 1. Il va l'envoyer, mais déjà sur des éléments qui sont déjà suspicieux. Donc il analyse après avec son modèle léger le niveau 2. Ensuite, le niveau 3, il va refaire une analyse avec le risque, la chance qu'il ait de trouver... Ouais, c'est quoi ça? C'est la musique. Donc la chance qu'il ait de trouver à l'intérieur de ce code un risque quelconque, que ce soit bon, là, sur des injections SQL, des XML, des entrées non validées, voilà, on les connaît tous, les failles du top 10 au WASP. Et ensuite, derrière, il va faire son analyse profonde sur toutes les sections qui auront été trouvées avant. Donc on lui a déjà amené un maximum de contexte, en plus de l'embedding. On lui a amené tout le reste pour vraiment lui amener dans l'analyse finale uniquement ce qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est bien pour les systèmes critiques avec des profils de risque variés. Donc on peut... Hop, passer un peu trop. Tac. Voilà, c'est pour passer... On peut passer une passe, l'autre, les comparer. Oasis fonctionne aussi sur... On peut le lancer sur 15, 20 modèles, si vous voulez. Il va vous sortir des rapports pour chaque modèle. Voilà, on va en venir après à la suite. Donc les types de vulnérabilités analysées, donc, comme je vous disais, le top 10 OWASP, SQLI, les XXE, RCE, Remote Code Execution, Cross-Scripting, CSRF, SSRF, authentification, donc tout ce qui est IDOR, etc. Gestion des cookies, les gestions des données sensibles, est-ce qu'il y a des mots de passe qui traînent dedans, des clés, des tokens, etc. etc. La journalisation des données sensibles. Si un log vous crache une erreur, c'est pas normal. Le log devrait être dans un fichier de debug. Il ne doit pas être affiché à l'écran. Les sécurité système et les configurations, les passes traversales, la validation des entrées insuffisantes, les mauvaises configurations de sécurité et l'utilisation non sécurisée de la crypto. Il vous dira si vous utilisez un vieil algorithme qui est déprécié en fait. Voilà, parce qu'il n'en reste plus beaucoup, ces algorithmes. Donc l'avantage pour la sécurité, pour les pentesters, d'analyser le code de manière sémantique, de ne pas avoir à payer évidemment des abonnements sur plein de trucs, que ce soit SonarCube et compagnie, qui sont des analyseurs statiques, qui fonctionnent bien aussi, bien sûr, mais qui ont leurs limites. Moi, je l'ai utilisé avec un abonnement à 150 € l'année. On a 1 million de lignes de code, et puis bon, ça va très vite de déplacer dans un projet, de déplacer 1 million de lignes de code, notamment quand on a des dossiers vendors et tout ça. Si vous avez le Node.js, là, le 1 million, vous l'avez déplacé. Avec le fameux fichier, le fameux dossier, là, le Node.js là, qui fait 3 km. Vous pouvez détecter des vulnérabilités zero day, ça peut arriver, sur un malentendu. Le mode audit pour l'évaluation rapide, pour voir un petit peu si votre projet, déjà, en faisant un mode audit, vous allez voir si potentiellement vous avez plus d'SQLI ou plus d'XXE ou plus de... puisqu'il va vous ramener des scorings, et ces scorings vont vous dire « Ah oui, effectivement, là, dans ce projet, je vais plutôt me pencher vers tout ce qui est injection SQL parce que ça remonte beaucoup. » Là, je l'ai eu il y a une semaine. Là.
et ça a marché, j'ai trouvé une cinquantaine. Donc les rapports détaillés sont exploitables, il y a une petite interface web derrière. Le support de multiples types de vulnérabilité et le support multilangage. Ce qui est pratique, c'est que voilà, là on est vraiment sur c'est l'IA qui analyse, donc elle connaît tous les langages en fait. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter, que ce soit du C#, du C, C++, on s'en fout, elle connaît. Il y a une petite amélioration à venir là, mais pas encore, elle n'est pas encore disponible. On va en parler après. Pour les développeurs, donc une suggestion de correction sécurisée, parce qu'on sait bien que bon, moi je suis développeur et je suis pentester aussi, donc je vois bien que le code que j'ai fait avant, il n'était pas terrible. J'ai passé mes outils dessus, je me suis dit oh là là, comment ça a tenu. Donc c'est pas donné à tout le monde de coder sécurisé, il faut l'avoir en tête, c'est toujours plus compliqué de coder sécurisé quand on ne connaît pas les bonnes librairies ou les bonnes choses à utiliser. Et, on peut réduire la dette sécurité, on peut faire une documentation lisible un petit peu par tout le monde et un support multilangage et framework. Ça va arriver dans pas longtemps. Donc on a un workflow collaboratif, on a des rapports détaillés à plusieurs formats. Il y a du Markdown, HTML, PDF. Une interface web sécurisée qui va vous trier, qui va aller vous chercher dans tous les rapports et vous sortir ce qui est intéressant dedans. Les suggestions de correction, parce que dans le prompt que j'ai donné, je lui demande de ramener les vulnérabilités, mais en plus de proposer, donc de donner pour les pentesters le chemin de compromission, tant qu'il peut le trouver. S'il a vraiment tout le contexte, il peut vous indiquer le endpoint API, il est ici, il exploite ce paramètre un tel qui finit dans une entrée non filtrée à cet endroit-là. Donc après, il y a juste à appeler le paramètre ou à tester un petit peu, mais déjà, il nous a mis sur une piste. Les explications détaillées des vulnérabilités, donc ça explique pour les développeurs, parce que moi je donne des formations justement de sécurisation d'applications, et je vois que des fois quand je montre des trucs, les développeurs, ils ne savent pas du tout qu'on peut faire ça. Donc il faut m'expliquer comment on peut défendre une application si on ne sait pas comment on l'attaque. C'est pas possible. On peut exporter les résultats. On peut faire des exports, donc toujours Markdown, tout ça. Au niveau technique, donc installation et prérequis, bon, il vous faut une machine quand même pas trop mauvaise. Il vous faut de la RAM, c'est surtout la carte vidéo. Après, ça dépend. Si c'est un MacBook, vous allez bénéficier de la RAM de la machine avec le M2, donc ça va très bien. Vous pouvez monter plus que ça et taper dans des modèles plus puissants. Donc pour une NVIDIA, par exemple, une 8 Go, une 3060 ou mieux, vous avez 8 Go de RAM. Donc 8 Go de RAM, ça vous permettra d'utiliser des modèles qui sont pas mal, mais c'est pas non plus poussé. Ils auront été entraînés sur au maximum, je crois que c'est 14 milliards de paramètres. Après, avec une config optimale, on peut monter beaucoup plus loin avec une 3090, 4090, ou si vraiment vous avez des sous, les A1000, A5000, mais qui sont pas forcément beaucoup plus rapides. Elles coûtent beaucoup plus cher, ça c'est sûr. Et l'alternative, donc le MacBook. Très bien. Vous pouvez l'essayer sur le MacBook, il est relativement efficace. Donc les prérequis Oliama, Docker installé en cours d'exécution, 20 Go d'espace disque, le port 11434 disponible, c'est le port de l'API. Donc ce port-là, il ne faut pas trop l'ouvrir à l'extérieur, ça reste un port HTTP. Voilà, derrière un proxy avec un certificat pour avoir bénéficié de l'HTTPS, mais sinon en interne, vous pouvez faire des tunnels SSH. Moi c'est ce que je fais un tunnel SSH sur le port et comme ça je l'ai sur ma machine, mon serveur est à un autre endroit. Donc ensuite, voilà, vous démarrez Docker Run, vous démarrez Oliama, et vous pouvez commencer à installer les modèles après. Donc les modèles, Oasis peut vous les installer tout seul. Si vous les spécifiez, il va vous les télécharger, les installer. Sinon, vous allez sur l'interface d'Oliama, dans le Docker, vous tapez Oliama Pool et vous récupérez les modèles. Les modèles d'Oliama, vous allez sur le site Oliama, la partie modèles, c'est vous en avez plein. Ceux qui ne sont pas trop mauvais, il y a le Gemma, le dernier, là, Gemma 3, qui ne marche pas trop mal. Au niveau analyse de code, moi, celui que j'ai trouvé qui était bien, c'était le Qwen de 5 codeurs. Il marche très bien, celui-ci. Il remonte des infos pertinentes. Après, bon, vous pouvez regarder les autres. Il y a aussi Mistral, qui fonctionne bien, Mistral Codeur. Et voilà, vous en avez d'autres. En général, prenez les codeurs. Ceux qui sont entraînés sur du code, ils sont plus efficaces. Gemma 3, c'est du généraliste. Hein. Vraiment, vous avez le ChatGPT ou le Claude d'Oliama.
Pour Oasis, il vous faut donc Python, tout est développé en Python. Pipix, donc voilà, c'est une install assez simple. Hein. Vous installez Pipix et puis ensuite vous installez l'application. Avec moins éditable, ça vous permet, si vous voulez modifier dans le code, vous n'avez pas besoin de remettre à jour à chaque fois faire un Pipix upgrade ou uninstall et réinstall. Comme ça, vous éditez le code là où il est et la commande Pipix sera à jour. L'avantage de lancer avec Pipix, c'est que vous pouvez lancer en Python 3, Oasis.py, ça marche très bien. Mais Pipix, au moins, vous avez la commande partout. Vous n'avez pas besoin de pointer. Je ne sais même pas si j'ai vérifié le lancement. Si, en debug. Donc, l'utilisation. Vous avez la commande de base, donc, pour une analyse complète d'un projet avec les paramètres par défaut. Donc, scan initial avec un modèle léger. Analyse approfondie avec modèle standard et la génération des rapports dans tous les formats. Je ne vais pas vous faire toutes les commandes, hein, vous avez tout sur le GitHub, c'est plutôt bien expliqué, le README. Une analyse avancée, là vous allez avoir un scan rapide. Alors là, on spécifie quel va être le modèle d'analyse rapide, donc GEMA 3 en 4B, et ensuite quel va être le modèle d'analyse approfondie, GEMA 3 en 27B. Les options avancées, donc vous avez le mode adaptif, celui qui vous fait plusieurs niveaux avec les niveaux de risque. Voilà, donc là, utilise YAMA 3 pour l'analyse profonde. Donc après, vous avez tout un tas de réglages dessus, vous pouvez contrôler l'application assez facilement. Le format des rapports, donc il vous génère des rapports dans 3 formats, en Markdown, en PDF et en HTML. Donc voilà, vous pouvez après choisir celui que vous voulez. En gros, ça part du Markdown et ça convertit dans les autres formats. Voilà, donc pour moi, le mieux, c'est Markdown. J'utilise toujours du Markdown en général. Après, le PDF, ça peut être pratique pour l'envoyer, tout ça. Il y a une interface web. Donc, parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, quand on balance sur tous les modèles, ça fait beaucoup de rapports, ça fait beaucoup de trucs à lire. Donc voilà, j'ai vite fait une interface web qui va chercher dans les rapports, donc il n'y a pas de base de données, rien du tout, hein, ça va chercher dans les rapports, c'est assez rapide. Et vous avez, donc ça vous donne le nombre de rapports que vous avez lancés sur le nombre de modèles, et vous pouvez filtrer sur la gauche par vulnérabilité, par modèle, et ensuite vous avez les rapports qui sont sur la droite qui vont venir se filtrer en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc l'interprétation des résultats. Alors, il y a des niveaux de risque dedans, mais ce n'est pas du tout les niveaux de risque qui correspondent à ceux de l'OWASP. Hein. Là, c'est vraiment des niveaux de risque dans quel est le risque de trouver la vulnérabilité dans ce bout de là de code. Voilà. Ce n'est pas la criticité de la vulnérabilité. Elle peut être critique, hein, très bien, dedans, hein, la vulnérabilité. Mais ça peut être une low qui va être trouvée, mais de façon certaine. Il va vous dire que c'est certain que là, c'est vraiment celle-ci, normalement, elle y est. Donc après, derrière, ça peut être une vulnérabilité de type low, médium, qu'importe. Hein. Ça dépend de ce que vous cherchez. En général, l'XSS en critique, c'est qu'on commence déjà à taper voilà, dans des fonctionnalités. Ça dépend à quel endroit elle est, la XSS, en fait. Voilà. Les chemins de compromission. Donc dans le rapport, vous allez avoir le chemin de compromission avec le point d'entrée, comment l'attaque peut être initiée, l'impact, la conséquence potentielle sur le système, la propagation, comment elle peut se propager ailleurs, les données exposées et les scénarios d'attaque. Donc ça, pour les développeurs, c'est pas mal. Pour les pentesters aussi, en général, on le connaît, mais ça nous donne un peu le chemin. Et pour les développeurs, ça peut leur dire, ah oui, effectivement, parce qu'une faille qui est à un endroit, ça peut être à un endroit complètement différent, l'entrée. Ça peut être même très loin. Hein. Ça peut remonter très haut. Il peut y avoir 5, 6, 7, 8 étapes où la variable n'a pas été filtrée au début, elle n'a pas été contrôlée, on n'a pas contrôlé l'entrée. On n'a pas vérifié qu'on attendait un int et puis on met tout dedans. Quoi. En général, en développement, quand on a un int qui est en entrée, on force le typage, en fait. On le caste, on le met en int. Donc, obligatoirement, ça sera un int. Même si on passe du string, ça sera en int. Donc, cette variable qui n'a pas été filtrée peut être passée d'un bout d'une méthode à une autre, à une autre, à une autre, pour finir dans une fonction critique plus loin. Voilà, donc c'est le chemin de compromission. Les recommandations, donc derrière vous avez des actions, l'Oasis fournit des recommandations contextuelles pour chaque vulnérabilité, donc les actions correctives, les suggestions de code sécurisé, donc il va vous sortir le code qui est tendancieux, et derrière il va vous dire pour le sécuriser il faut faire comme ci, comme ci, comme ça.
des références au standard, il vous sort des références au WASP, tout ça, les patterns de sécurité, des liens vers des documentations pertinentes et des bouts de code d'exemple. Donc la roadmap future, là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop mal. Moi, sur ce que j'ai testé, c'est pas mal. Ce n'est pas la solution ultime. Hein. Je veux dire, elle ne va pas vous amener la faille directement devant le visage. Mais c'est une aide. Donc en gros, ça vous permet d'analyser rapidement votre code et de vous donner des pistes. Voilà. De vous donner des pistes. Il y a des pistes qui sont très claires. Il y en a qui sont un peu moins. Après, c'est l'IA qui analyse. Et selon, évidemment, la limite que vous avez mis au début. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, je l'ai mis sur le README, c'est de commencer très haut. Voilà, sinon, vous allez vous retrouver avec 800 rapports, enfin 800 vulnérabilités. Pour les trouver, la bonne va être noyée dans le reste. Voilà. On n'est pas obligé, en plus, de faire 0.6, 0.7. On peut faire 0.651, 0.652, selon le mode audit, au début, qu'on aura lancé pour voir un petit peu quelle est la tendance générale du code qu'on a en face. Donc la roadmap future, parce que je me suis rendu compte que j'ai eu un Laravel à auditer et il se débrouillait pas trop mal, mais s'il avait pu savoir que c'était du Laravel, il l'a su après puisqu'il a analysé, de toute façon l'IA, il a vu que c'était du Laravel, mais il a analysé des fichiers que j'avais pas forcément envie qu'il analyse, comme le dossier vendor ou des trucs comme ça. Donc là, le but, c'est de pouvoir lui dire, en face, tu as tel framework, donc les fichiers que tu dois analyser, c'est ceux-là et pas ceux-là. Voilà. Donc, soit se servir du Git ignore, soit savoir que c'est du Laravel, qu'il y a le... Comment il s'appelle déjà le fichier... celui qui lance les commandes au début, là. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus le nom de tête, mais il y a un petit fichier un peu comme sur Symfony ou le console. On lance le console et on peut lancer des commandes pour construire une base de données ou afficher les routes du framework, etc. Donc, j'ai commencé à y bosser dessus. C'est pas trop mal. Il arrive à faire les détections de... On le lance sur un code et il détecte la technologie. Donc voilà, il y a des patterns de vulnérabilité par framework et ceux sur lesquels j'ai commencé à travailler, c'est ceux qui sont listés là, Laravel, WordPress, Drupal, Code Initiator, Symfony, il y a Joomla aussi, Nux, React, Spring, Sinatra et il y en a encore d'autres. Il y a du C# aussi. L'internationalisation, ça aussi, j'ai commencé à y travailler dessus, ça marche bien, pour qu'ils nous sortent les rapports en français en fait. Donc vu que c'est l'IA qui le fait, moi j'ai rien à traduire, hein, j'ai dit juste par rapport au prompt, les réponses, je les veux en français. Voilà. Et il fait tout seul. Donc c'est ça le gros avantage. Donc traduction automatique, indicateur de langue dans le dashboard, vous aurez quand on a le petit voilà, sur la partie, donc je peux mettre le pointeur là, non ça ne marchera pas. Voilà, là. Sur cette partie-là, ici, là, vous aurez la langue. Là. Toutes ces petites parties-là, il y aura le petit drapeau. Donc, si vous l'avez fait dans plusieurs langues, ça vous l'indiquera. Les personnalisations avancées. Donc, il y a des prompts personnalisés. Alors ça, oui, c'est ce qui va venir un petit peu. Essayer de faire un prompt personnalisé, de pouvoir, suite à l'analyse, pour que vraiment il y ait du tout IA, donc il analyse tout, et à la fin, un prompt pour lui poser des questions sur tout ce qu'il a analysé, avec tout le contexte. Voilà. Donc il aura déjà tout ce qu'il faut, il aura les rapports, il aura vu tout ce qu'il y a dedans, et lui dire, alors ben voilà, par rapport au code, etc., etc. Génération automatique de requêtes HTTP pour Burp et Zap, ça peut être intéressant. Ça, c'est pour les pentesters. Ça peut être bien pour les développeurs aussi qui savent servir de Burp. Réduction des faux positifs en dialoguant avec l'IA. Voilà. Donc les ressources, voilà, il y a le GitHub et le Discord. Voilà. Si vous voulez récupérer le QR code, ou bon, c'est sur GitHub, sur mon GitHub. Des questions ? Alors, merci beaucoup. De rien. J'ai pas forcément fait de démo parce qu'il n'y avait pas trop le temps. Non, et justement, s'il y en a qui veulent venir me voir après pour que je leur montre comment ça marche, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez. Vous pourrez aller voir Reynald dans la journée, n'importe quand, même pendant la pause repas. Tu auras le droit de manger quand même, t'inquiète. Hein. Ouais. Quand je mange, de toute façon... Pour avoir une petite démonstration, l'avantage de ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un outil qui est quand même... Alors, c'est tout nouveau, donc c'est pas encore complètement mature,
Mais par contre, c'est une putain d'opportunité pour qu'on puisse enfin avoir un SAST open source basé sur de l'IA sans pouvoir autant avoir besoin de se ruiner sur des solutions closed source. Mais c'est surtout pour la partie que j'avais pas envie que le code fuite, en fait. À la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Ça part de là. Parce que dans Cursor, on peut le faire. Vous mettez le code et vous lui posez des questions sur le code, mais tout part chez Cursor. Donc, vous voyez ça comme une utilité. Je pense que c'est ouvert aussi aux contributions. Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. C'est du Python, c'est simple. Donc, n'hésitez pas à participer, à tester, à remonter des bugs. Ça fera avancer toute la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup.